Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Blixo et Simundia sur le développement des managers et la mesure de l'impact des actions RH à distance. Je suis Olivier Vautier, responsable marketing chez Simundia et aujourd'hui je vais échanger avec Colombe Mandula, cofondatrice et CEO de Simundia qui est une plateforme de coaching professionnel, et Stéphane Valeur qui est fondateur et CEO de Blixo, une plateforme de pilotage du développement collaborateur. Vous pouvez si vous en avez sur l'onglet de droite, on y répondra soit en live, si ça concerne le sujet immédiatement traité, ou à la fin du webinaire. Alors pour démarrer, Colombe, Stéphane, merci d'abord d'avoir accepté de vous prêter au jeu de ce webinaire, mais j'aimerais vous poser une question qui est, dans l'état actuel des choses, comment est-ce que vous vivez ce confinement ? Bonjour à tous. Le confinement, je pense que ça a été assez brutal pour tout le monde. Donc, il y a en général trois réactions face à ce type d'événement qui peut être personnellement ou collectivement difficile. Donc, d'abord le déni, ensuite la colère et enfin l'acceptation, donc qui doit faire appel à la résilience. Je pense qu'au début, il y a eu beaucoup un mélange à la fois de stupeur, donc de se dire mais on est un peu paralysé, qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps la nécessité, et d'autant plus pour les entreprises, d'avoir un temps de réaction assez rapide pour prendre les bonnes décisions, malgré le fait que le contexte soit incertain. La nécessité de renforcer sa communication d'équipe. Nous, par exemple, Simundia, on est tous en télétravail et on accompagne beaucoup d'entreprises qui, du jour au lendemain, ont dû adapter leur mode de fonctionnement pour que ce soit le cas et du coup réfléchir aux bonnes stratégies de communication, comment maintenir le lien à distance. Je pense que c'est un état de guerre, donc c'est un mot qui est beaucoup revenu et qui met en cause nos façons de vivre, de travailler, de collaborer, de communiquer. Donc les entreprises s'adaptent en urgence, doivent faire preuve d'agilité. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans les entreprises, mais qui aujourd'hui prend peut-être tout son sens. Et le rôle des RH est évidemment crucial dans ce contexte pour accompagner les collaborateurs dans la mise en place, par exemple, du télétravail, de le rendre efficient, d'adapter le plan prévisionnel et d'accompagner des décisions stratégiques des entreprises dans un contexte de crise. C'est aussi un contexte très incertain pour tous, où perso et pro s'entremêlent et où les salariés ont peut-être besoin d'espace d'écoute et de pouvoir vider leur sac pour faire face aux enjeux actuels. D'accord. Stéphane ? Ouais, je partage ce que tu dis. Ça a évidemment été très brutal pour tout le monde. Moi, avec un petit peu de recul, maintenant, je m'aperçois qu'il n'y a pas un confinement, mais 1000 confinements différents. C'est vraiment ça que je perçois, tant au niveau professionnel, où certains ont une sécurité économique, d'autres pas, ce qui crée d'autres angoisses. Il y a des entreprises qui ont dû très vite se réorganiser, d'autres pas, ce qui crée aussi des angoisses et du stress pour les uns et pour les autres. Et étant aussi sur le niveau personnel, où c'est quand même pas la même chose d'être dans un appart ou dans une maison, tout seul, ou avec une petite cellule familiale, avec un balcon, pas de balcon, avec des enfants bas âge ou pas en bas âge, un peu souffrant ou pas, enfin. Et donc finalement, tout ça, ça fait plein de coefficients qui se multiplient entre eux. Et au risque d'être très très choquant, je pense qu'il y en a pour qui le confinement, ça ressemble presque à des petites vacances, et d'autres pour qui c'est vraiment un cauchemar en fait. Et donc là-dedans, il y a quand même des gens qui travaillent et qui doivent gérer tout ça, et, et les managers, les RH, ils doivent gérer eux leur vie, leur confinement personnel, et puis aussi essayer de prendre en compte le confinement des autres, de leurs parties prenantes, des gens dont ils ont la responsabilité. C'est pas évident. Alors c'est vrai que nous, même chose, on est tous en remote. Bon, ça va, ça se passe plutôt bien, mais dans l'équipe, il y a des vraies différences. Des gens qui sont seuls et d'autres pas, par exemple. Et puis on a mis en place tout de suite la gratuité de notre outil parce qu'on en a vu vraiment l'utilité. Moi, j'avais pas du tout imaginé que notre outil servirait pour ça, en fait, quand on l'a créé. Et on a offert à toutes les entreprises qui le veulent notre outil d'enquête pour justement, comme tu le disais,
donner la parole que déjà pouvoir dire les choses et aider ceux qui doivent aider les autres à avoir la bonne Alors, information. j'entends du coup un changement qui même s'il est de nature différente, en tout cas, c'est un changement qui a été assez brutal pour tout le monde. J'entends aussi donc, des enjeux RH qui sont très forts, donc des fonctions RH qui vont être très sollicités, qui sont très sollicités. Donc en fait, une autre question qui vient, c'est pourquoi est-ce que c'est important de parler de développement des managers et de mesures dans ce temps de crise? Est-ce que c'est vraiment une priorité alors que, comme vous le dites, il y a des personnes qui traversent des situations qui sont très difficiles et qui pourraient paraître peut-être plus importantes que se développer dans ce temps-là. Donc, voilà, pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce sujet-là? Moi, je pense que ce soit en temps de crise ou hors temps de crise, il y a un vrai sujet sur le management. Si on regarde quelques études externes, il y a des chiffres que vous connaissez peut-être, mais qui sont assez parlants. 97% des managers déclarent qu'ils pensent bien faire leur travail, mais leurs collaborateurs, en revanche, ne sont que 64% à être d'accord, et 48% des salariés pensent que leur manager n'a pas d'impact sur leur travail. Ce qui est quand même un peu problématique. Et 16% pensent même qu'ils seraient plus efficaces sans manager. Donc c'est évident qu'il y a un problème de fond qu'il faut creuser et mesurer peut-être plus finement. Donc c'est sûr qu'il y a un intérêt, une véritable importance de la mesure pour mettre en avant un certain nombre de problématiques et notamment en RH. Il y a un gros poids sur les managers. Donc de moins en moins de personnes d'ailleurs souhaitent devenir manager parce qu'ils ont extrêmement de pression pour leur fonction, mais sans pour autant avoir de préparation. On a peut-être parmi nous, certains ont fait des écoles de commerce, mais on ne prépare pas les gens à devenir manager pour autant. Et dans ce contexte de crise, c'est un rôle qui est d'autant plus important aujourd'hui. Nous, on a beaucoup de demandes, par exemple chez Simundia, sur comment motiver et manager à distance. Donc, c'est compliqué quand on est dans la même pièce, mais à distance, c'est d'autant plus challenging. Donc, les managers sont déstabilisés. C'est un maillon de transmission crucial aussi pour faciliter l'acceptation du changement, du grand changement qu'on vit aujourd'hui. Donc, si les managers ne sont pas équipés, convaincus et ont les bons outils ou la bonne posture surtout pour accompagner les équipes, ce sera compliqué. Et ensuite, pour répondre à la question sur l'importance de la mesure, les RH nous disent, mais nous, c'est comme on est comme les CFO, quoi. En gros, le CFO, si lui va pouvoir justifier une décision d'investissement s'il a des chiffres avec lui, et c'est la même chose avec les RH. Stéphane, Ouais. tu veux réagir ou ouais. Oui, tout à fait avec cette idée de chiffres. En fait, le DRH, souvent, c'est un peu le parent pauvre du chiffre. Il a des chiffres d'absence et des chiffres de montant de rémunération moyenne, mais il n'a pas grand-chose sur tout ce qui est soft skills, sur ce comportemental, sur les relations, sur l'appartenance, l'esprit d'équipe, la fierté, etc. Ça, c'est des chiffres qu'on peut lui donner avec Blixo. Je reviens sur la question que tu posais et sur le management en général. En fait, là, j'ai l'impression de vivre un espèce de gros crash test. C'est-à-dire que tous les managers sont soumis, alors, ils sont en général très soumis à une forte pression parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, on dit souvent. Mais là, avec le confinement et la désorganisation générale dans les entreprises, c'est poussé à l'extrême. Et donc, on remarque vraiment que les managers qui ont été formés, qui sont accompagnés, qui ont appris à manager, qui ont les bonnes grilles d'analyse, qui ont les bonnes postures, pour eux, ça se passe beaucoup mieux que pour les autres. Et c'est malheureusement une preuve dans la souffrance, mais c'est la preuve que manager, c'est un métier, en fait. C'est pas simplement parce que je sais bien faire mon métier que je deviens manager. C'est un métier ce que vous faites par le coaching, ce qu'on peut faire par la formation, ce que nous on fait en donnant de la donnée et en expliquant aux gens comment fonctionne leur équipe et où est leur équipe et ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les choses. C'est absolument nécessaire en temps normal et évidemment actuellement. Est-ce qu'il est peut-être même pas un peu tard en temps de crise pour former et développer en fait? Si on dit que maintenant
on constate juste que c'était important de le faire avant. Est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours temps de mettre des choses en place? Je réponds rapidement. Moi, je dirais que oui, de toute façon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et de toute façon, le management, c'est un travail d'une vie. C'est très compliqué. Donc, toutes les situations d'apprentissage sont bonnes. Ce qu'il faut, c'est sûr qu'on ne peut pas apprendre quand on est sous stress et dans la panique. Donc, on peut apprendre, mais la personne qui a la responsabilité, ou la personne, ou la machine, enfin bref, qui a la responsabilité d'apprendre à l'autre, doit créer un sentiment de sécurité pendant cet espace d'apprentissage. Sinon, ça ne servira à rien. En fait. Mais non, moi, enfin, ça engage que moi. Je pense qu'on peut apprendre même dans la crise. Ouais. Il y a un certain nombre d'articles sur le sujet, justement, qui montrent que beaucoup de personnes ont dû, au début en tout cas, de cette période, donc ce que je disais, la période un peu de colère ou de non-acceptation, les gens ont du mal à se concentrer et à se mettre dans une logique d'apprentissage ou de lecture. Donc je pense que ça nécessite un peu de temps pour retrouver ses marques, reprendre le contrôle de son quotidien, se retrouver des repères. Et c'est aussi, c'est d'autant plus une nécessité de l'entreprise de cadrer, rassurer et proposer à la personne le cadre suffisamment contenant pour que la personne, du coup, ait envie de se développer. Mais ça peut aussi être ce type de moment, une période de prise de conscience aussi pour beaucoup d'entreprises sur la façon dont elles peuvent s'améliorer, mieux former, mieux accompagner. Ça pourra être des good practices aussi qu'elles continuent quand on sera revenu un jour, on l'espère, en post-confinement. Et d'ailleurs, c'est une mise en abîme, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Là, il y a 150 personnes qui sont inscrites pour prendre un moment un peu entre parenthèses pour essayer d'apprendre quelque chose. C'est vrai. Ouais. Et donc, les entreprises apprennent aussi, bon, peut-être un peu dans la douleur, mais à travailler en full remote, donc en télétravail total. Donc, il y a pas eu, enfin, pour certaines, en tout cas, il n'y a pas eu de préparation. Ça s'est fait un peu du jour au lendemain. Dans ce contexte, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut, enfin, si on considère peut-être plus comme une opportunité d'apprendre, qu'est-ce qu'il faut mesurer, quels axes de développement finalement privilégier actuellement? Moi, je pense que ça, c'est vraiment le côté hyper positif de la situation, parce que bon, certaines entreprises, même si c'est vrai, ça se fait dans la douleur, se retrouvent un peu au pied du mur, et ça fait parfois des années qu'elles parlent de se mettre en ordre de marche pour totalement se digitaliser ou se mettre au télétravail. Aujourd'hui, certaines n'ont plus le choix, sont confrontées à la situation et s'y mettent. Et donc, même si c'est compliqué, on y trouve aussi des bénéfices, mais c'est important d'accompagner ce changement avec des vrais indicateurs. Donc, il y en a certains qu'on peut mesurer en continu et d'autres de façon plus ponctuelle. Donc, il y a des analyses macro qui peuvent être faites, bon, sachant que dans ce contexte, c'est un peu c'est évidemment influencé par le contexte, mais sur l'absentéisme, le turnover, donc ça c'est plutôt à long terme, par des entretiens individuels annuels, donc qui sont importants, même si ça ne doit pas être le seul point de contact salarié annuel, et ces points de contact doivent être extrêmement renforcés dans cette période, et de façon plus continue, des mesures à la fois quanti et quali, donc sur le feedback, donc former tout le monde sur comment donner du feedback, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui peut être compliqué, mais sur lequel on peut se développer, et des outils de 360, donc avoir à la fois des feedbacks, par exemple, de ses pairs, de ses N-1 et de ses N+1, donc pour solliciter tout le monde, mais ce qui permet de lisser les subjectivités. Voilà, donc je pense que c'est d'autant plus important en période de télétravail de renforcer la communication, expliquer, éduquer, lever les résistances, parce que on le dit pas, mais c'est quelque chose que j'entendais beaucoup avant cette période de confinement, que beaucoup d'RH nous disaient. Oui, le télétravail est très à la mode, mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui se sentent très seuls, très isolés,
et qui ont du mal à se motiver dans ce contexte. Donc, je rejoins Stéphane sur le fait qu'il y a plusieurs types de confinement et du coup, plusieurs façons aussi de vivre son télétravail. Et est-ce que sur la manière de faire du feedback, est-ce que tu penses qu'il y a des choses particulières qui diffèrent quand on fait du feedback à distance, justement, qu'on n'est pas avec une personne en tête-à-tête, en présentiel? Oui, alors je pense que c'est important, comme quand c'est en présentiel, de maintenir un cadre. Donc ça, c'est voilà, c'est extrêmement important. Et après, évidemment, il y a une lecture moins facile en premier lieu des émotions que de la personne, de la capacité aussi de la personne à pouvoir se livrer, à pouvoir s'exprimer si elle se sent par ailleurs dans son cadre personnel pas très en sécurité. Donc je pense que c'est tous ces éléments, en tout cas l'irruption du personnel dans le professionnel qu'il faut aussi prendre en compte dans le feedback. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais... Oui, en fait, moi, ce que je peux apporter là, oui, je suis d'accord, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Ce que je peux apporter peut-être pour vous donner quelques clés par rapport à ta question, Olivier, c'est euh, avant de faire ce webinar, je me suis plongé dans toutes les données qu'on avait depuis 15 jours. Donc, les milliers, dizaines de milliers de personnes qui ont répondu à des questionnaires qu'on fait tourner dans les entreprises. Et en fait, il y a quatre sujets qui remontent, qui sont donc pour moi les sujets d'actualité sur lesquels il faut aider les managers. Il y a une vraie baisse sur tout ce qui est conditions de travail, évidemment, sur les 15 premiers jours. Donc, sur les ressources, bon, là, on peut pas faire grand-chose à part la technique, mais par contre, sur l'organisation, il y a un vrai problème sur les process et l'organisation. Les gens souffrent un peu de cette désorganisation. Peut-être que c'est la priorité, en fait, d'essayer de clarifier ça, l'organisation et les process nouveaux mis en place. Après, il y a un sujet sur la consistance, finalement l'alignement entre mon travail, qui est plus tellement en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Donc, il y a peut-être un sujet aussi là pour les managers de recadrer les choses pour que ça aille mieux sur une question de qualité de vie au travail, finalement, d'engagement, de motivation, un peu impacté par ça. Après, un troisième sujet qui remonte, c'est sur tout ce qui est raison d'être, valeur, adhésion. C'est-à-dire que valeur, c'est je partage des valeurs avec mon entreprise. La raison d'être, c'est mon entreprise a du sens. Et l'adhésion, c'est la stratégie de mon entreprise me paraît intelligente. Vraisemblablement, c'est le moment où le manager doit reprendre du temps avec son équipe. Et à distance, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit de faire ce qu'on est en train de faire, un webinar, pour bien représenter la stratégie, bien représenter les valeurs qui sont toujours là pendant la crise et qui seront là pour après. Ça repartira. Donc, évidemment, la stratégie va peut-être bouger un peu, mais redonner un peu de visibilité à un point de vue. Et le dernier sujet, c'est normal aussi, c'est la prévenance. Donc, l'entreprise fait attention à mon bien-être. C'est normal, en fait, les organisations se sont concentrées sur la mise en place du travail à distance, la mise en place de plans de sauvegarde, et elles ont peut-être un peu moins fait attention à leurs équipes. C'est tout à fait logique. C'est pas pour mal faire, mais en tout cas, c'est ce que les gens ressentent. Et le dernier point, donc, dans cette histoire de prévenance, c'est la question écho. Nous, on pose une question toujours, c'est est-ce que mes réponses sont utiles? Est-ce qu'elles sont prises au sérieux par les gens qui les lisent quand je réponds à un questionnaire? Et là, ça fléchit un peu. Donc, c'est sûrement le moment où le manager doit, et c'est là où je te rejoins, c'est donner du feedback, montrer qu'il perçoit les messages qui sont envoyés et trouver ensemble quoi en faire. Voilà. Il y a une question qui est intéressante, qui est posée en live sur comment appréhender la nouvelle génération et comment la former. Est-ce que, moi, ça me fait un peu penser aux thématiques que tu as abordées, Stéphane, qui sont souvent, mais c'est peut-être un peu un abus, souvent attribuées à la jeune génération, la recherche de sens, notamment, etc. Est-ce que vous voyez donc une distinction, est-ce que vous pensez qu'il faut faire une distinction avec la jeune génération? Donc c'est 25 ans qui est précisé dans la question, pour la manière de les manager et de les former. Grand sujet. Énorme sujet.
Vas-y, je t'en on se prie. le garde pour la fin si vous voulez avoir. Ou on reprogramme un webinaire sur le sujet. C'est une question qui revient beaucoup. Moi, je dirais que en fait, le Ouais. management, c'est pas forcément une question d'âge. C'est plutôt une question de. Je pense que l'excellent manager, c'est la personne qui arrive à très finement comprendre comment chaque personne de son équipe fonctionne et comment il peut au mieux ajuster du coup sa communication, comprendre les leviers de motivation de la personne, du coup ajuster en fonction, voilà, les objectifs, plus ou moins de points d'étape, plus ou moins de tâches d'accompagnement ou pas. Enfin, je pense que il y a un curseur déjà qui se fait là-dessus, qui est plus une question de personnalité. Mais après, c'est vrai que globalement, on se rend quand même compte que, et même nous, chez Simundia, on est quand même, on a quand même une moyenne d'âge plutôt vraiment jeune. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu un décalage qui peut être perçu parfois avec, voilà, même nous, parfois, on est un peu étonnés de certaines réactions ou de façon de travailler quelquefois de stagiaires qui sont plus jeunes. Et donc, on a toujours l'éternelle question, est-ce que c'est vraiment une nouvelle génération qui est extrêmement différente ou est-ce que nous, en fait, il y a quelques années, on était comme ça et on n'en avait pas forcément conscience. N'hésitez pas à partager Ouais, tout à fait. vos retours. C'est sympa aussi à droite de partager Ouais, aussi vos expériences là-dessus. Stéphane, tu tout voulais à dire fait. quelque chose? Après, moi, ouais, je veux juste dire un truc, mais parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, que pour moi, la jeune génération, les gens de 25 ans, c'est juste des gens qui captent sans doute plus l'époque que les autres. Donc, finalement, moi, j'ai 52 ans et il y a en part de moi une partie de la jeune génération, parce que je vis à la même époque qu'eux, sauf que ce que je capte est sans doute un peu moins, ça influence moins mon comportement et mes attentes que des gens qui sont en train de se construire professionnellement, qui sont en train de rentrer dans l'âge adulte. Donc, finalement, il y a plein de points de rencontre entre les différentes générations, qui est le point commun dénominateur, le petit commun dénominateur commun, voilà, c'est le PVDM, c'est l'époque, l'instant dans lequel on vit. Alors, ils utilisent sans doute plus les réseaux que moi, mais je les utilise aussi. Ils ont peut-être plus de sens que moi, mais j'ai besoin de sens aussi, etc. Mais je suis d'accord avec toi, Colombe, il faut surtout pas généraliser. C'est pas les gens de 25 ans ou les managers, c'est que des gens qui sont différents et qui ont une histoire. Et tout le travail du manager, c'est ça qui est très compliqué, c'est de savoir s'adapter, aller vers l'autre en posant un peu ses grilles de lecture personnelle. C'est ça, c'est très difficile. Et dans les différentes, justement, de la population dont tu as commencé à parler un peu, Stéphane, est-ce que dans les signaux faibles que Blixo perçoit via la plateforme, est-ce qu'il y a des distinctions justement dans ces populations? Enfin, déjà, quels sont les signaux faibles que vous détectez en ce moment? Tu en as déjà un peu parlé. Et ensuite, est-ce qu'il y a des distinctions selon les populations? Alors en fait, il y en a sûrement, mais Oui, j'ai pas poussé l'analyse encore assez loin. d'accord. On est en train de la faire pour produire quelque chose. Donc ce que je peux faire, c'est quand ça sera fait, on pourra, si ça vous intéresse, évidemment le partager avec les gens qui se sont inscrits au webinaire. D'accord. Et du coup, sur les problématiques qu'on a déjà un peu abordées, donc c'est notamment comment, il y avait une question sur comment inciter à faire plus de feedback, comment on accompagne en fait sur les différentes problématiques actuelles qui sont donc la perte de sens, comme tu as pu le mentionner, Stéphane, la nécessité de faire plus de feedback, de communiquer plus, comme tu as pu le mentionner aussi, Colombe. Voilà, quel dispositif d'accompagnement on peut mettre en place? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc je pense que ça dépend un peu de la situation personnelle de chacun. C'est aussi lié à son poste, à son entreprise. Donc moi, je serais très intéressée, Stéphane, d'avoir le résultat des signaux faibles que vous aurez pu percevoir. Nous, ce Ouais. qu'on compte aujourd'hui, ça, en tout cas, ce serait hyper intéressant. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, sur les demandes qu'on peut avoir, c'est un vrai besoin de prise de recul.
d'arriver à renforcer sa communication, de gérer aussi la frontière pro-perso qui n'est pas évidente, parce qu'on se retrouve du jour au lendemain à faire beaucoup de visioconférences avec ses enfants qui jouent derrière, qui nous tapent sur l'épaule, avec tous les collègues qui peuvent les voir. Donc ça, voilà, ça peut aussi être un peu, se pose aussi un peu la question de l'intrusion possible des deux mondes, ce qui n'est pas facile à gérer, la perte de visibilité. Donc je pense que comme on le disait, chacun a besoin d'être managé de façon un peu différente et personnalisée, et qu'on ne peut pas faire des grandes catégories par âge, par fonction, parce qu'on est tous différents. Je pense qu'on a besoin d'un accompagnement qui nous soit propre, qui soit individualisé, parce qu'on ressent tous les situations de façon différente en fonction de notre sensibilité, du contexte dans lequel on est, et qu'on va aussi progresser de façon distincte. Donc, le coaching, c'est un outil qui est extrêmement puissant parce qu'il répond à tous ces critères et accompagne la personne dans son besoin personnel. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé une méthodologie de coaching qui est à la fois courte par visio, et donc qui permet à tous de pouvoir avoir accès à un coach personnalisé au bon moment, de façon extrêmement réactive, et qu'on peut proposer à tous facilement, qu'on soit top manager ou quelle que soit sa fonction. D'accord. Tu veux rebondir sur l'accompagnement, Stéphane, ou Bah, ouais, je peux juste dire que il y a deux choses. Ça vaut le coup peut-être de se poser, de repenser son besoin. C'est-à-dire que finalement, les process, les réunions, les points qui existaient dans l'autre vie, hein, la vie d'avant où on se voyait, euh, fonctionnaient. Et il faut sans doute les traduire dans la langue d'aujourd'hui, qui est on ne se voit plus et on prend plus le café ensemble et on se croise plus de façon informelle. Donc, essayer de voir en tant que collaborateur manager de quoi j'ai besoin pour pouvoir faire mon travail et me sentir bien. Est-ce que je dois multiplier les petits points ou est-ce que je dois les espacer? Est-ce que des réunions qu'on faisait à 10 fonctionnent encore ou est-ce qu'il faut mieux en faire à 3, etc. Et là, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de bien-être et de productivité à aller chercher. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que euh, ce qu'on fait nous en allant en fait grosso modo avec tous nos outils de questionnaires récurrents ou de sondages à la demande ou 360 Lite ou de mesure des effets qu'on reprend sur des résultats. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on capte la data, on la triture et on la restitue aux gens selon leur périmètre. Et vous savez ce qu'on dit, c'est ce qui se mesure bien peut s'améliorer. Donc pour essayer de travailler plus simplement, plus facilement, en étant un petit peu en économie de ressources, de moyens, de fatigue et d'efforts, il peut être vraiment bon déjà de comprendre, de faire des bons diagnostics en temps réel de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se passe dans mon équipe, parce que comme ça, je vais pouvoir cibler les bons efforts. Et nous, notre plateforme permet en plus de mesurer tout de suite l'impact d'un effort managérial. Est-ce que ça porte ou est-ce que je suis en train de tomber à côté, en fait? Et donc, j'arrête tout de suite. C'est pour ça qu'on s'est dit tout de suite, je le redis, mais parce que j'y tiens vraiment, c'est notre plateforme, elle est gratuite là pendant le confinement. Donc, utilisez-la. On ne fera pas de marketing derrière pour vendre quoi que ce soit. Le but, c'est d'aider les gens. Donc, inscrivez-vous et profitez-en. Ça va aider vos équipes. Merci, le message est passé. Colombe, est-ce que en entendant Stéphane parler de plateforme avec de mesures, avec des chiffres, je me dis, est-ce que le coaching, est-ce qu'une plateforme de coaching, on a aussi du chiffre dessus? Est-ce qu'on mesure un impact? Ou est-ce que c'est plus un dispositif d'accompagnement soft dans lequel on va pas se donner d'objectifs précis et juste chercher l'accompagnement humain? Alors, la mesure est, je rejoins Stéphane, extrêmement importante. Donc, c'est à la fois quelque chose que nos clients nous demandent, parce qu'ils mettent en place des outils et ils veulent derrière pouvoir suivre des indicateurs précis de mesure d'impact sur un certain nombre d'objectifs. Et ce qui est bien, c'est que ça se prête très bien au coaching, parce que pour qu'un coaching soit efficace, il faut que la personne puisse
en amont, précisément, enfin avoir un besoin qui soit précis. Donc nous, on va accompagner la personne en amont de son coaching pour l'aider vraiment finement à travers plusieurs questionnaires et un entretien d'orientation à bien cibler son objectif. Donc je ne fais pas un coaching juste comme ça pour parler, sans cadre, etc. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc déjà, je cible mon objectif et ensuite, nous, on va mesurer donc plusieurs critères. Est-ce que la personne a pu atteindre son objectif? Et ça se fait aussi grâce à la méthodologie donc, de coaching qu'on a développée en format court, donc 3 séances, observer, réfléchir, agir, où on va pousser la personne entre chaque séance de coaching à, au-delà de la prise de conscience qu'elle aura pu avoir, des déclics qu'elle aura pu avoir, à se mettre en mouvement avec un certain nombre d'outils et d'exercices. On va aussi faire intervenir le manager. Donc, le manager va pouvoir donner aussi son feedback à la personne, si la personne et le manager le souhaitent, pour l'aider aussi à bien ancrer ses différents objectifs et mettre le manager dans la boucle. Et la personne repart aussi avec une feuille de route à la fin de sa 3e séance pour pouvoir ancrer un certain nombre de bénéfices dans la durée. Et ensuite, le RH peut suivre donc, le développement de toute une population sur une plateforme avec une mesure d'impact sur l'engagement, l'épanouissement et la performance de la personne pré- et post-coaching. Voilà. Et j'en profite aussi pour dire que je trouve ça génial qu'il y ait énormément de solidarité pendant la période de Covid. Donc, je trouve ça top que vous offriez Blixo pendant cette période. Nous, on a mis à disposition toute notre bibliothèque Simundia, donc avec des webinars, des podcasts, des articles ouverts à tous. Et n'hésitez pas aussi à relayer sur ce webinaire les initiatives que vos entreprises aussi ont pu mettre en place. Voilà, c'est le moment de tout le monde ouvre un peu voilà. C'est également un beau moment d'entraide, effectivement, cette période où on voit beaucoup d'initiatives très positives qui rendent optimistes. On en sait un petit peu plus du coup sur la manière dont le coaching Simundia est mesuré. Est-ce que côté Blixo, donc on a beaucoup parlé des chiffres, est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être les différentes briques qui existent côté Blixo, Stéphane? Ah oui, ok. Ok. Alors en fait, on a 5 briques. C'est une suite d'outils. On a 5 briques. Donc la première brique, c'est Pulse. Donc c'est un baromètre, une prise de pouls de l'équipe sur tous les items qui font l'engagement, la qualité de vie au travail, qui est complètement flexible. Donc là, les entreprises l'ont un peu repackagé en fonction de l'événement qu'on suit et les questions ont été adaptées par rapport à la crise du Covid. On a un deuxième outil qui est un outil un peu comme un Google Form intelligent, c'est un outil de sondage à la demande, donc pour aller interroger ponctuellement une population à un moment donné sur un sujet. Donc ça va permettre à un manager, par exemple, d'évaluer un retour de séminaire ou d'aller interroger une partie de son équipe sur tel sujet actuellement. Voilà. On a un troisième outil qui est un outil de coaching. Alors c'est pas le même coaching que ce que vous faites vous. C'est comme les 2 premiers en fait font un diagnostic et dit ce qui va pas, un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce sur quoi il faut travailler en priorité. On laisse pas les gens tout seuls et il y a une bibliothèque très importante de conseils qui ont été rédigés par des coachs certifiés, des coachs seniors, et qui va sous la forme de micro-learning en fait. Et les micro-learning vont être poussés à la bonne personne au bon moment, en fait, au manager selon ce qui se passe dans son équipe. Donc c'est très bottom-up en fait. On comprend ce qui se passe dans l'équipe et on dit au manager, tiens, ce serait peut-être intéressant que tu apprennes des choses sur ce sujet-là. Et on mesure en temps réel l'effet de ce que le manager fait sur son équipe. Donc c'est très motivant pour lui parce que s'il suit le conseil, les conseils que vous donnez via le coaching, les conseils que l'on donne ou les conseils qu'il peut avoir eu en discutant avec un collègue ou un RH, s'il suit ces conseils et que c'est les bons conseils, en fait, les courbes s'améliorent sur des sujets précis. Et donc, c'est très motivant pour aller plus loin. On crée un cercle vertueux. Et puis, on a un outil 360, 180 feedback, assez light, très bienveillant, tourné vers l'avenir.
permet de comparer ce qu'on pense donner à voir aux autres et ce que les autres perçoivent de nous. Donc ça qui est aussi un outil intéressant qui peut être la base intéressante d'un coaching derrière. Et le dernier outil qui est un outil très important pour moi en ce moment, c'est un outil qui s'appelle Bravo, qui est sur la reconnaissance. Vous savez, quand il y a les 3/4 des départs des entreprises, c'est parce que les gens ont un sentiment de manque de reconnaissance. On attend la reconnaissance de son manager qui vient pas souvent ou un peu en décalé par rapport à l'action. Et là, c'est un outil qui permet de s'envoyer de la reconnaissance entre pairs, ce qui marche tout aussi bien. Bravo, Colombe, c'était vraiment super ce séminaire. Qu'est-ce que t'es clair, t'as toujours des bonnes idées, c'est vachement intéressant. Paf, ça y est, je suis un collègue et j'ai envoyé la reconnaissance à la Colombe. Et comme c'est un fil non anonyme pour le coup, Olivier, qui est notre manager, il peut liker et dire tout à fait. Et bing, ça y est, on l'a nudgé et il a donné son petit feedback positif au bon moment à la bonne personne. Et en ce moment, c'est très très intéressant et nos entreprises clientes les utilisent beaucoup. Parce qu'avec la distance, alors là, la reconnaissance, elle a vraiment chuté. Déjà, elle n'est pas très haute, mais elle a vraiment chuté. Et donc, l'outil permet d'entretenir ça et de maintenir ça. Et est-ce qu'on observe, du coup, en temps plus normal, on va dire, que lorsque vous mettez en place l'outil, suite à des remarques des collaborateurs qui disent je ne reçois pas cette reconnaissance, est-ce que suite à la mise en place de l'outil, il y a plus de reconnaissance qui est... il y a un sentiment de reconnaissance mesuré par ailleurs qui est constaté? Alors oui, on mesure ça et ça s'améliore, mais c'est surtout après une sensibilisation, c'est-à-dire que finalement ça permet de distiller et d'installer une culture du feedback positif au début par l'outil, mais qui force un peu le trait finalement, qui donne envie d'aller plus loin et de faire le churn, on n'a personne qui nous quitte. Les gens sont plutôt contents de nos outils en fait. Ouais. Et sur les outils, peut-être côté Simundia, Colombe, tu as évoqué la bibliothèque, la bibliothèque Simundia en complément donc des coachings. Est-ce que tu veux en dire plus sur la manière dont les deux fonctionnent ensemble pour le développement des managers notamment? Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que RH, vous faites régulièrement appel à de l'e-learning. Ou à des formations en présentiel quand c'était possible sur un certain nombre de thématiques. On se rend compte que quand le contenu est préformaté, il n'est pas forcément, on retient assez peu de choses. Donc, par exemple, une formation en présentiel, on va retenir 3 mois après que 10% de cette formation. Et sur un contenu d'e-learning, il y a un taux d'abandon extrêmement fort. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mixer les deux. Donc, un accompagnement vraiment personnalisé, comme du coaching, qui vont permettre à la personne de mieux se connaître, de prendre du recul, de mieux s'approprier une thématique, et qui vont être vraiment renforcés par l'accès à un contenu spécifique qui va être poussé. Je te rejoins, Stéphane, c'est hyper important au bon moment. Donc, le coach va vraiment sélectionner une ressource qui va prescrire à la personne, qu'elle va pouvoir s'approprier. Donc, nous, entre chaque séance, il y a environ 3 semaines. Et donc, les deux en complément fonctionnent extrêmement bien. Et c'est ce qu'on mesure, du coup, derrière avec les séries d'outils qu'on a pu mentionner, donc des questionnaires à chaud et à froid, et les managers qui vont aussi mesurer l'impact du coaching à la fin. D'accord. J'aimerais, là, il est midi 10, donc on va garder un tout petit peu de temps pour les questions après. J'ai peut-être moi une dernière question à vous poser qui serait, est-ce que vous pourriez nous parler d'un cas concret où les entreprises ont réussi à accompagner un changement fort comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, grâce à Simundia ou grâce à Blixo? Typiquement, là, je reprends la question de tout à l'heure qui était d'une personne qui disait comment s'y prendre pour inciter les équipes à faire plus de feedback. Si je veux implémenter une culture de feedback dans mon entreprise, donc un changement presque culturel, comment Simundia ou comment Blixo peut accompagner? Qui commence? Je peux répondre. Alors, je vais peut-être prendre un autre exemple, parce que finalement, à partir du moment où une entreprise décide d'installer Blixo dans son entreprise, c'est que la démarche sur le besoin de feedback, il est là. Et de toute façon, en fait, les gens ont besoin de donner
donner leur feedback. Donc finalement, il y a un accompagnement qui se fait. Alors nous, on a des webinars, on a tout ça mais les choses se font finalement assez naturelles. La peur est plus grande que la réalité. Ont un peu peur et finalement ça se passe bien parce que finalement tout le monde l'attendait. Les managers attendaient d'en savoir plus sur leurs équipes, les collaborateurs attendaient de pouvoir enfin prendre la parole sur plein de sujets différents et les RH sont intéressés pour avoir des analyses, etc. Non, c'est plutôt un sujet où l'entreprise a compris les choses grâce à ça, en fait, grâce au feedback. Parce que finalement, c'est pas le feedback en tant que tel, c'est à quoi ça sert le feedback, qui est important. Et on travaille avec Vinci. Et Vinci, l'algorithme Blixo a identifié à un moment que deux choses. C'est que les gens se trouvaient qu'ils n'étaient pas assez formés et que l'incompréhension de la stratégie touchait leur motivation, leur engagement, leur qualité de vie au travail. Or, Vinci nous dit, ouais, mais nous, on dépense tous les ans plus d'argent que l'année dernière en formation. C'est complètement incohérent par rapport à ce qu'on fait, cette perception. Et on passe quand même beaucoup de temps à parler de la stratégie. N'empêche que c'est la réalité du terrain. Les gens disaient ça. Ils ont pris la décision de faire un roadshow sur la stratégie. Ils ont été voir toutes leurs équipes pour réexpliquer les choses. Et ils ont pris la décision de faire une box formation qui expliquait en fait tout ce qui était fait en termes de formation pour les équipes, pour les collaborateurs. Et donc ça, c'est très très concret finalement. Ça aurait pas pu avoir lieu sans cette remontée, cette analyse de data, d'information. Et ça a porté ses fruits directement parce que ça s'est vu directement après sur les courbes. Voilà, c'était mon anecdote du jour. Nous, chez Simundia, c'est vrai que on accompagne beaucoup d'entreprises qui sont en transformation. Sur le cas spécifique du feedback, je pense à Total Direct Energy qui a mis en place, qui est passé d'un entretien annuel d'évaluation à des entretiens vraiment au fil de l'eau pour favoriser le feedback et qui nous ont mis en place pour accompagner les managers dans leur posture, leur capacité à bien communiquer, leur capacité à faire aussi du feedback parfois négatif, mais tout en motivant, en encourageant la personne. Mais ça, je rejoins Stéphane, le feedback, ça va être le reflet de quelque chose de plus profond, de plus global, donc d'entreprises qui vont changer, par exemple, de culture d'entreprise, de valeurs ou de process. Donc nous, on a accompagné, par exemple, Gann Assurance qui a changé complètement de culture et on a accompagné le top management puis le middle management pour vraiment diffuser en interne ce changement de valeur et que les personnes puissent se l'approprier. Ou alors un autre cas qui est assez intéressant dans le contexte actuel, c'est Sanofi qui est une entreprise en très forte transformation. Donc très international, qui a mis en place beaucoup de nouveaux process, etc. Et on a accompagné des populations sur la gestion du stress et des émotions. Donc intéressant aussi aujourd'hui en cas de crise, accompagner des personnes, d'avoir des coachs qui vont recueillir la parole des personnes qui sont parfois dans un contexte un peu chahuté et leur permettre de se développer dans ce genre de situation. Merci beaucoup, merci à vous deux. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le channel qui est dédié. J'en ai peut-être déjà deux. La première, c'est pensez-vous utile de faire de la formation sur le télétravail alors que nous avons dû nous mettre en ordre de marche du jour au lendemain? Donc, est-ce que la formation est utile alors qu'en fait la pratique a déjà dépassé la théorie, on va dire? Peut-être une réaction là-dessus? Moi, je pense que parfois, c'est vrai qu'on apprend mieux. Ça dépend des profils d'apprenants qu'on a, mais on apprend parfois mieux en faisant qu'avec des grandes théories dans tous les sens. Et c'est le cas parfois dans certaines entreprises qui vont beaucoup en parler et ça peut être un peu plus lent pour se mettre en place. Mais je pense qu'une fois qu'on est, dans ce type de situation, c'est quand même bien d'avoir un certain nombre de guidelines pour accompagner la mise en place du télétravail, d'avoir des conseils de personnes. Moi, par exemple, j'ai un de mes associés qui est la moitié du temps en télétravail. Et donc, il nous a fourni justement un kit
de conseils pour comment bien télétravailler, parce que lui est plus habitué à le faire, donc je trouve ça toujours très utile. Stéphane, sur la question du télétravail, est-ce que tu avais des compléments? Non, je ne vais pas rajouter. Après, D'accord. c'est très difficile de donner une réponse comme ça globale, mais c'est sûr que tout le monde a appris beaucoup du jour au lendemain. Et c'est plus maintenant, moi j'ai l'impression que les 2 premières semaines, la première semaine, ça a été mode panique, déjà réussir à brancher les outils, Internet, reconfigurer, comprendre qu'il y avait comment joindre les gens, parce que finalement, je m'aperçois que j'ai même pas leur numéro de téléphone, etc., etc., remettre un peu les process. La deuxième semaine, on a atterri, on a vu si ça marchait. On a commencé à travailler, mais on s'est aperçu que c'était pas quand même aussi efficace que d'habitude. On n'était pas habitué. Et là, la troisième semaine, c'est plutôt aller chercher de l'amélioration et du bien-être, essayer de supprimer un peu tout ce stress. Et donc là, je crois qu'on en a parlé pendant 1 heure. Une autre question que je vois, tu parlais, Stéphane, tout à l'heure des questions que tu poses en temps de. Enfin, tu dis que tu as ajusté donc l'outil les questions que vous posez en ce moment. Donc la question, c'est quelles questions justement est-ce que vous posez en ce moment en enquête salariée? Alors, ça va être un peu fastidieux maintenant, mais on pose une trentaine de questions en fait. En fait, on propose de poser ces questions parce que l'outil est très flexible. Nous, on donne un questionnaire par défaut, mais qui est entièrement modulable. Ce que je peux faire, c'est le partager avec, si certains le veulent, peut-être aller directement sur le site de Blixo et sur le chat, vous laissez, parce que là, ça va être un peu barbant si je dois lire les 30 questions pour tout le monde maintenant. Je partagerai avec plaisir avec qui le veut. Et même, prenez Blixo, comme ça vous verrez, vous l'aurez D'accord. comme vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure le webinaire? On a un petit peu dépassé. Télétravail. Ah, oui. Le télétravail est déjà en place dans notre entreprise, mais nous n'avions pas pris en compte la gestion des enfants dans cette période particulière et certainement pas le reflet du vrai télétravail. On ne peut qu'acquiescer, effectivement. Ouais. Le vrai télétravail, c'est généralement. C'est aussi au manager de prendre en compte la réalité de la personne et de peut-être d'ajuster un peu en fonction des contraintes personnelles de chacun aussi. Après, toi, Stéphane, tu as plus d'expérience. Ou d'apprendre à ses enfants à laisser, par exemple, l'outil pendant le webinaire. On a eu le cas en début de webinaire. Ah. Je crois. Et on a reperdu Stéphane momentanément. Là, les enfants de Stéphane ont pris le Wi-Fi, ce qui fait qu'on t'entend plus j'essaie très de les bien. sortir de leur chambre. Mais, ou alors, Bon, on a on a perdu Stéphane pile au moment où le webinaire est censé se terminer. Donc je pense que nous allons conclure ici. À ce moment-là. Et donc merci Colombe, merci aussi Stéphane qui peut-être nous rejoindra au dernier moment, je ne sais pas. Ah voilà. Donc Stéphane, on était en train de conclure du coup et je vous remercie tous les deux pour cet échange, pour les réponses que vous avez apportées. Puis je remercie aussi tous les participants qui ont animé avec moi l'échange. Si vous avez des questions sur Blixo ou Simundia, n'hésitez pas évidemment à nous contacter, à nous suivre sur les réseaux. Il y a des webinaires que nous organisons assez régulièrement. Le prochain d'ailleurs avec Simundia. Colombe, est-ce que tu veux en parler? Oui, alors la semaine prochaine, on en a 2. On en a un le 7 avril avec le double champion du monde d'apnée sur le confinement de l'extrême. Donc, lui a passé 11 minutes 35 sans respirer. Voilà, donc un exploit, il nous partagera un peu ses conseils. Et ensuite, le 9 avril avec Patricia Costa, générale 3 étoiles, sur la gestion de crise et de confinement et comment motiver ses troupes à distance. Stéphane, est-ce que tu as un agenda à nous partager ou pas?
Alors, j'ai un agenda, mais je suis un mauvais élève et je n'ai pas de quoi vous le partager. Donc, je vous invite à aller sur votre Ça marche site. aussi. Et bien, merci beaucoup à tous Je les n'ai deux. pas le droit de la promo, en fait. Je suis désolé. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à tous.